Il était une fois le village de Bonneval, dans la plaine de Beauce. Nous sommes entre Chartres et Orléans. Chartres au nord, Orléans au sud. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France à la découverte de l'artisanat, à la découverte des mains de France. Nous visiterons un atelier de vannerie, une production de bière artisanale, une production de fromage de chèvre, et puis nous irons jusqu'à l'abbaye de Notonville. En géopolitique, on étudie les frontières chaudes et les frontières froides. Bonneval est aujourd'hui une frontière froide, épargnée par les deux conflits mondiaux au XXe siècle. Mais Bonneval n'a pas toujours été une zone de paix. De la période médiévale jusqu'à la période contemporaine, de nombreuses guerres ont émaillé la région. En 911, ce sont les Normands qui prennent l'abbaye et qui la mettent à sac. Ensuite, à l'époque médiévale, Bonneval est l'objet de la guerre de 100 ans. Nous ne sommes pas très loin du village de Patay où en 1420, Jeanne d'Arc, conduisant les troupes françaises, a infligé une défaite mémorable aux Anglais, permettant au roi Charles VII d'être ensuite couronné à Reims. Bonneval a été assiégé par le roi Henri V d'Angleterre et a donc connu les affres de cette guerre. Ensuite, en 1568, pendant les guerres de religion, Condé, à la tête des troupes protestantes, a assiégé la ville et a attaqué l'abbaye de Bonneval, ruinant l'abbaye et détruisant une partie du patrimoine artistique et religieux. Il y a eu aussi les guerres de la Révolution qui ont achevé de mettre à sac l'abbaye et qui ont modifié le paysage politique et religieux de la région. Nous sommes donc ici à Bonneval, dans une région qui, si aujourd'hui elle est pacifiée, a suivi les affres, les difficultés, les heures et malheurs de l'histoire de France. Vous vous amenez donc sur ces chemins pour aller voir les mains de France. C'est voir Bonneval, c'est voir la région, mais c'est aussi comprendre une partie de ce qu'est l'histoire de France, de comment elle a évolué. Et vous allez découvrir notamment une partie de travail agricole dans cette plaine de la Beauce, qui est aujourd'hui une des plaines principales de production de matières agricoles en Europe. Nous allons donc partir sur les chemins de France à la découverte de ces artisans et j'espère que le voyage vous plaira. Nous sommes à l'entrée du village de Bonneval, sur les bords du Loir, dans la plaine de la Beauce. Nous allons partir à la rencontre d'un collectionneur atypique et ce qu'il collectionne va vous passionner et va vous permettre de découvrir une tranche de l'histoire de France. Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Ça c'est un tracteur allemand, 1930. Ouais, 38. 38 de marque Lance. Donc c'est un des premiers tracteurs qui ont été fabriqués. Ouais, enfin vraiment les premiers c'est début du siècle, mais bon, c'est les premiers semi-diesel. C'est un tracteur qui ne sert pas pour les champs mais pour le transport de marchandises. Ouais. Donc comme un camion pour tirer des remorques. Ouais. Alors nous allons partir à Bonneval, à la capitainerie du port pour découvrir les canaux sur le Loir. Et puis dans la suite de l'émission, nous découvrirons la collection de tracteurs d'Yves et vous verrez à travers cette collection l'histoire de l'agriculture française au XXe siècle. Donc c'est un tracteur qui va à 30 km/h. Ouais. Oui. Il y en avait qui pouvaient rouler jusqu'à 40, mais celui-là roule à 30. Vous avez combien de tracteurs dans votre collection? Une petite cinquantaine. Donc des années 30 jusqu'à l'époque contemporaine. Ouais. En France, on a étudié le cheval jusque dans les années 1950. L'équipement en tracteur a été assez tardif. Ouais, bah ouais. Bon, ça s'est développé avec le plan Marshall après la guerre, quand ils ont importé des tracteurs américains. Parce que ce que les gens n'ont pas toujours conscience, c'est qu'en 1950, on avait moins de population, davantage de paysans, mais on ne produisait pas assez pour nourrir toute la population française. La France devait importer des céréales, notamment depuis l'Argentine. Alors qu'aujourd'hui, avec plus de population et moins de paysans, non seulement on nourrit tous les Français, mais en plus on exporte et on est une puissance agricole exportatrice. Et c'est notamment dû à la mécanisation et à l'usage des tracteurs. Alors on va arriver à la capitainerie, puisque Bonneval est un village de la Beauce au milieu des champs, mais aussi un village du Loir avec ses canaux. Alors ce qui est amusant dans cette machine, c'est qu'elle a la forme d'une calèche. Donc on a la capote en cuir derrière pour contrer les intempéries. Et puis la cive est également celle d'une calèche des années 30. Donc ils ont repris une partie de ce modèle, avec évidemment un moteur plus puissant et puis des roues qui permettent
de rouler sur les terrains accidentés. On entre dans Bonneval en traversant cette porte. Donc on aperçoit le Loir avec les anciens fossés, les douves. Et on entre dans le village historique de Bonneval. Bonjour Alexis, nous sommes donc à la capitainerie de Bonneval. Je cherche Marc. Alors, bonjour Jean-Baptiste. Marc, il est juste ici dans le bateau. Venez, on va se rapprocher. C'est moteur électrique. Voilà, c'est des petits bateaux électriques de 5 places. Et donc il faut recharger après les batteries le soir. On recharge les batteries tous les soirs et les clients sont complètement autonomes. Ils partent sur un circuit, tout est balisé et voilà. Comme ça ils découvrent la ville. Exactement. Sur l'eau. Ils découvrent toute une partie du patrimoine Bonne-Vallée et puis une grosse partie du Loir aussi, une partie très nature. Bonjour Marc. Bonjour Alexis. Bonjour Marc. Eh bien en avant. Alors nous sommes avec Marc sur ce bateau sur le Loir. Vous êtes historien de la ville de Bonneval. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur cette ville. Donc on va découvrir avec vous la ville, le village. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le Loir remplit les fossés et donc sert de protection au village. Voilà, c'est le Loir alimente ces fossés d'enceinte qui ont été creusés dès le XIe siècle pour protéger la cité. On aperçoit plusieurs lavoirs également le long de la rivière. Donc bon, aujourd'hui, ça a une fonction décorative, mais enfin, ça a servi. C'est la machine à laver jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc ces lavoirs, elles sont tous différents. Hein. Il y en a une centaine sur la commune. Alors, certains ont une toiture, d'autres n'en ont pas, comme celui-ci, là, avec ces petits canards. C'est des lieux tout à fait particuliers qui ont chacun donc leur personnalité. Et évidemment, maintenant, eh bien, ils ne servent plus. Il reste encore quelques lavoirs publics qui ont été conservés. Et puis un certain nombre de lavoirs privés qui ne servent plus aussi, bien sûr. Mais dans chaque quartier avait son lavoir. Hein, les femmes venaient avec leur carrosse, c'est-à-dire la caisse en bois dans laquelle ils s'agenouillaient pour qu'ils s'installaient dans le lavoir. Et chaque femme avait l'habitude de laver au lavoir de Saint-Jacques ou à l'Arsenal ou à la Grève. Donc il y a plusieurs époques de construction à Bonneval. Les Vikings au IXe siècle qui sont arrivés, il a fallu faire des fortifications, mais ensuite on a des portes notamment qui datent plutôt du XVIe siècle. Eh bien, disons que la première enceinte va être faite dès le Xe, XIe siècle, hein, et ensuite la population devenant de plus en plus nombreuse, on a agrandi cette enceinte et au XIIIe siècle, on a remplacé ces palissades en bois par des solides murs en pierre, hein, avec des tours qui jalonnent comme ça, comme celles que l'on voit ici, et des portes. Hein, il y avait 7 portes fortifiées qui donnaient accès à la ville au XIIIe siècle. Alors il faut savoir qu'à Bonneval était une ville très importante puisqu'on avait déjà 4000 habitants en 1250. Hein. Et aujourd'hui, on est tout juste un peu plus de 5000. Donc, vous voyez donc il y a quasiment autant d'habitants qu'au XVe siècle. Bah, qu'au XIIIe. Qu'au XIIIe. Au XIIIe. Et puis, pendant la guerre de 100 ans, c'est une ville qui a été assiégée aussi avec Henri V. Bah, la ville, elle a été, oui, le théâtre de toutes les mauvaises opérations, si je puis dire, entre les Anglais, les Armagnacs, les Bourguignons, les troupes débandées, tout ça, eh bien, ça vient pas faire la fête, mais ça vient s'approvisionner, ça vient guerroyer, mettre le feu. Et c'est durant un siècle, avec évidemment des intervalles qui sont plus ou moins importants, eh bien, c'est une triste période pour Bonneval. Hein. Ça prendra fin vers les années 1430, quand notre bonne Jeanne d'Arc viendra libérer Orléans et fera la guerre du côté de Patay, là, une vingtaine de kilomètres
Effectivement, dans l'église de Bonneval, on a une statue de Jeanne d'Arc qui nous rappelle ses combats contre les Anglais et puis la guerre de 100 ans et le rôle important qu'elle a joué dans la victoire finale. Tout à fait. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait un saut jusqu'à Bonneval, ça aurait enrichi de quelques pages notre histoire locale. Mais bon, là, ma foi, on ne refera pas l'histoire. Hein. Au XIIIe siècle, la richesse, ce sont les céréales comme aujourd'hui ou il y a d'autres produits? Non, la richesse de la ville, c'est d'abord celle du monastère hein, qui engendre ce développement économique. Mais ici, on fait surtout des draps, tout un tas de choses qui sont liées, de la tannerie. Tout ça, ce sont des activités qui sont sur le Loir, liées avec l'eau, l'environnement. Puisque les tanneurs se mettent au bord de la rivière pour tanner les cuirs et le drap c'est pareil, donc on a besoin d'eau et d'eau de qualité. Voilà, ça fait qu'on a une foire importante par exemple qui a été créée en 1189 et qui attire des marchands qui viennent même de Flandre. Hein. C'est une foire très importante et ça rassemble beaucoup de gens et le développement économique toujours là, présent au rendez-vous. On voit des maisons 19e aussi, un style plus contemporain si on peut dire. On retrouve dans la ville oui, des maisons du 13e, du 16e, et puis évidemment le 19e siècle a été riche en construction dans notre cité. Parce qu'on a eu la chance quand même d'avoir le chemin de fer, la ligne Paris-Vendôme-Tours, qui passe à Bonneval, et qui est toujours en activité d'ailleurs. Le chemin de fer, c'est quelle année? Eh ben, l'inauguration de la ligne ici, c'est 1864. Ah oui, donc c'est une des toutes premières. Oui, c'était une des premières lignes qui traverse. 30 ans après la première ligne de chemin de fer pour passagers, c'est 1832, voilà. Qu'on est une trentaine d'années après la première ligne de chemin de fer en France. Il y a d'autres bâtiments historiques remarquables dans la région. L'église, par exemple, est très ancienne. L'église, oui, l'église, elle date du XIIe, XIIIe siècle. Hein. Elle aurait été reconstruite dans le même temps que la cathédrale de Chartres, après l'incendie de 1194. Hein, les ouvriers, les tailleurs de pierre sont venus sûrement travailler sur l'église de Bonneval, mais aussi sur l'église abbatiale qui est à l'intérieur du monastère. Et le monastère eh bien, s'est offert une petite église qui faisait 73 mètres de long. C'est immense, oui. Alors que l'église de Bonneval, qui est déjà assez monumentale, eh bien, fait à elle seule 45 mètres de long. Hein, D'où vient la pierre qui sert à fabriquer les murailles, les bâtiments? C'est une pierre du coin? Disons que les murailles, c'est facile. Dans les champs, il y a tout ce qu'il faut. Hein, du silex, on en ramasse autant comme on veut. Donc ça, pour faire de la muraille, pas de problème. On ramasse dans les champs. Alors après, pour les pierres de taille, on n'a pas trop l'origine de ces pierres. Sûrement des carrières peut-être du côté de Blois, du côté de Chartres, la Berchères-les-Pierres, peut-être quelques carrières de Bonneval. C'est qu'avec une ville comme ça, on a toute l'histoire de France et toutes les guerres, les péripéties. Oui, bien sûr, oui. On a de ces fameux vikings jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est pas les événements qui manquent. Hein. Il n'y a que la guerre de 14 qui ne nous a pas trop touchés ici. Par contre, on a bien mal vécu la période de la guerre de 70, hein, parce que Châteaudun a été malheureusement célèbre pour son incendie. Hein. Les Prussiens avaient incendié la ville. Et bien sûr, après ce 18 octobre 1870, eh bien, ils sont venus jusqu'à Bonneval et ont continué leurs exactions. Alors ici, un bâtiment 13e siècle dans lequel on rendait la justice, et notamment la justice de paix jusque dans les années 1959. Un superbe bâtiment, avec des pierres foncées là qu'on appelle grisons, là c'est des pierres qui viennent du Perche, hein, pour donner un petit peu de couleur, ça donne un peu de piment au bâtiment. Alors il y a quelques dizaines de mètres d'écart entre le monastère et la ville, mais il y a quand même deux enceintes bien distinctes. C'était deux autorités politiques dites. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, cet ancien monastère, il est le centre hospitalier Henriet, qui était un célèbre psychiatre de renommée internationale. C'est quelqu'un qui est connu par tous les étudiants en médecine, en psychologie, en psychiatrie, et on étudie toujours les œuvres d'Henriet. Il a travaillé à Bonneval de 1933 jusqu'en 1970, date à laquelle il a pris sa retraite. Et
il s'est déroulé ici des colloques de psychiatrie assez imposants. Et ça a valu à plusieurs reprises le déplacement des fameux Igor Barrère, Pierre Dumayet, Pierre Lazareff, qui venaient tourner des émissions dans le cadre de 5 colonnes à la une. Émissions très prisées des téléspectateurs qui n'avaient le choix qu'entre la première chaîne et la première chaîne. Mais c'était quand même des émissions de valeur. Voilà, on fait notre retour au port. On retrouve la capitainerie. Retour à la capitainerie. Merci Marc et Alexis pour cette balade sur les canaux de Bonneval. On va retrouver Emmanuel pour la visite d'une microbrasserie. Et puis on retrouvera Marc tout à l'heure avec les confrères de la confrérie des fêlés de la terrine bonnevalaise pour une dégustation de cette terrine. Donc ça c'est pour moissonner. Ouais. Orge, blé, ça fait tout. Tout ce qui se moissonne, sauf le maïs où Ouais. on change le devant, quoi. Donc là on est dans la cabine d'une moissonneuse-batteuse. Oui. Alors comment ça se conduit? C'est un peu comme il y a un volant, des pédales comme dans une voiture, mais enfin pour le reste c'est quand même assez différent. En fait, c'est plus simple qu'une voiture. Donc voilà, en fait, c'est une direction hydrostatique. Et donc là, on a une gamme de vitesse. Donc là, je suis en gamme pour aller battre, quoi. Après, il y a une gamme rapide pour aller sur la route. Et là quand c'est actionné, donc la partie devant fauche le céréales. Ouais. Donc là, s'il y avait du blé, bah, Et alors, une fois que c'est coupé, ça va où? ça rentre dedans. Ça rentre à l'intérieur et ça ressort derrière. Et la paille ressort à l'autre bout et le blé vient dans la trémie, tout est trié, ça passe dans un rotor qui passe autour de grilles. Je vais l'arrêter parce que... On voit un camion souvent avec une sorte de tuyau, ça tombe dedans. Alors oui, alors après, donc on peut vider dans une remorque en marche. Et généralement les agriculteurs ils en ont une chacun ou c'est des coopératives et on s'apprête. Alors de plus en plus, ils en ont une à plusieurs. Nous, on l'a en deux. Je l'ai avec mon voisin qui est à côté. Et oui, maintenant, ou alors, il faut des grosses surfaces, quoi. C'est la surface qui compte pour... Parce que vous avez une centaine d'hectares ici. Alors moi, j'ai une centaine d'hectares. Mon voisin, à peu près 150, elle récolte 250 hectares à peu près. Bien, merci d'avoir montré comment ça fonctionne. Voilà. L'agriculture aujourd'hui. On a également au cours de l'émission des tracteurs d'époque 1930-1950. Donc avec ça, on a toute l'histoire de l'agriculture sur un siècle, des premières machines aux machines d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Puis là, moi, je vous dis, celle-là à 15 ans, les machines d'aujourd'hui, la coupe, celle-là fait 5,50 m, ça va jusqu'à 10-12 mètres. C'est le double de ça, si vous voulez. Et des machines qui sont très très performantes, d'une rapidité. Enfin bon, la moisson dure de moins en moins longtemps. C'est même un problème pour les silos qui reçoivent la marchandise parce que c'est des gros acheminements en même temps. De pas le traiter. Et les silos ont du mal même maintenant à fournir c'est des remorques quasi comme des camions qui arrivent. Donc, et tout en volume, un gros volume qui arrive en peu de temps. Donc c'est ça, c'est un problème aussi. Donc ici nous avons du houblon parce qu'on voit la bière dans le verre, mais c'est important de voir comment elle est fabriquée, quels sont les produits d'origine. Le houblon a été introduit dans la bière à partir du XVIe siècle, c'est ce qui donne son amertume, ça permet également la conservation. Et le houblon n'est pas une céréale, c'est une plante, donc on la voit ici sur ce filin. Dans les champs, elle a un peu la même configuration aussi, parce que là c'est une expérimentation que vous avez fait chez vous, mais quand on est dans un champ de houblon, est-ce que c'est un petit peu le même format également? Alors en fait, ça va être un petit peu le même style, à part que c'est beaucoup plus haut. On va monter jusqu'à 7-8 mètres de haut, quand c'est en exploitation vraiment pour vendre, enfin pour produire, quoi. Bon là, ça a été fait de manière plus expérimentale, puis abordable pour la cueillette après. Donc l'idée, ça sera de faire une bière, dans un premier temps, une bière éphémère avec la récolte des cônes. Donc 8 mètres de haut, et à quel moment est-ce que le houblon est récolté? Alors c'est récolté au mois entre août et septembre, quoi. Ouais, dans cette période-là. Donc là on voit les fleurs qui commencent à apparaître. Ouais.
Alors c'est vraiment le début, oui. La forme finale est plus grosse, plus conique également. Oui, donc les cônes seront plus gros. Et, donc là, c'est la première année. Hein, donc ils ont été plantés au mois de mars. Donc c'est une petite végétation. L'année prochaine, il y aura un développement plus gros, quoi. Donc on a des houblons pour l'amertume et des houblons pour le goût. Voilà, en fait le houblon, il a surtout vocation à amériser la bière. Tous les houblons amérisent la bière, mais avec des taux d'acide alpha qui sont différents. Donc il y a des variétés vraiment spécifiques pour amériser, avec des taux d'alpha entre 10 et 15% d'acide alpha. Et puis après des houblons aromatiques qui ont des taux d'alpha, des acides alpha beaucoup plus faibles et qui sont plus dans les huiles essentielles, quoi. Voilà, donc le houblon, l'orge, et avec ça on a les éléments principaux pour faire de bonnes bières. Eau, houblon, malt et levure pour faire une bière. Je laisse passer devant. Ouais. Alors là, nous avons vos bières, vos présentations de différentes bières, donc blondes, brunes, bières de printemps également. Comment est-ce que vous concevez vos bières, vous les préparez pour arriver à ces différents produits? Alors donc en fait, chaque bière a une recette. Donc c'est un mélange en fait de malt et de différents maltes et différents houblons qui vont donner différentes bières. Donc selon le taux d'alcool, selon l'amertume qu'on veut lui donner, selon la couleur, si on veut faire une blonde, si on veut faire une ambrée ou si on veut faire une brune, tout ça, ça va être des recettes. Donc pour la couleur, ça va être une blonde ou une ambrée, ça va être des mélanges de malt. La couleur, essentiellement, c'est le malt qui donne la couleur. Donc on va mélanger des maltes plus torréfiés pour avoir des ambrées, des brunes, jusqu'à des maltes vraiment torréfiés, carrément brûlés, on va dire, des maltes qu'on appelle chocolat. Et après, pour une blonde, on va être sur des maltes plus clairs, avec des différences qui peuvent être, en fait, les sortes de malt, il y en a une pléthore. Alors là, vous avez des recettes qui sont inspirées de bières belges. D'ailleurs, on le voit sur les noms, triple, ambré. Donc, vous avez repris les méthodes de bières belges, qui sont effectivement parmi les plus connues, les plus célèbres en Europe. Et c'est ces recettes-là que vous reproduisez, évidemment, après avec votre touche. Voilà. Donc, en fait, ce sont toutes des bières de style belge. Qu'on retrouve dans la nomenclature des bières. Donc alors après on suit un cahier des charges en fait qui a différentes valeurs pour rester dans le style, quoi. Donc après chaque bière aura un taux d'alcool différent, une amertume avec des paliers différents, donc voilà, après c'est... Triple par exemple, qu'est-ce que ça signifie Alors en fait triple, il y a plusieurs dénominations pour ça. L'essentiel c'est que en fait ça remonte à des années, au temps des seigneurs. Au niveau de l'empâtage, si vous voulez, alors l'empâtage c'est une phase du brassage que je vous décrirai. On récolte en fait au départ du sucre. Donc il soutirait le premier jus qui était très très sucré, il mettait dans un tonneau, il rinçait une deuxième fois, il récoltait un deuxième jus, il mettait dans un deuxième, et il rinçait une troisième fois, il récoltait un troisième jus, ce qui faisait triple. La première était très très sucrée, donc apportait vraiment beaucoup d'alcool, c'était réservé au roi. La deuxième était déjà moins dosée en alcool, était réservée au peuple. Et la troisième, il n'y avait quasiment plus d'alcool et c'était réservé aux enfants. Et en fait, l'intérêt dans tout ça, c'est que c'était passé à ébullition et que c'était quelque chose qui était buvable sans être... Aujourd'hui, ce n'est pas la bière des enfants, il ne faut pas donner ça à boire alors, aux en fin de enfants. compte, triple, ce qu'il faut retenir d'une triple, c'est une bière qui est forte. Donc là, nous sommes dans la salle des cuves, avec le brassage qui est en train de se faire. Donc on voit le liquide qui coule. Quel est le processus exactement? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors en fait, pour le brassage, donc, il y a plusieurs phases. Donc on a la phase d'empâtage, donc dans laquelle on est en cours là. On aura la phase qui suit, qui sera la phase de filtration, et ensuite la phase d'ébullition. Donc l'empâtage, en fait, c'est la cuisson du malt dans l'eau.
Donc on concasse le malt, c'est-à-dire on l'écrase de façon assez grossière. Et ensuite, il va cuire dans l'eau à une température bien précise pour en fait extraire les sucres. Il faut savoir que le malt, qu'est-ce que c'est que du malt? C'est de l'orge qui a germé, qui a été mise en germination et qui a été séchée. Tout ça pour démarrer en fait le processus enzymatique de la dégradation des sucres. Donc en fait, le malt au contact de l'eau va libérer des enzymes qui vont transformer l'amidon en sucre. Elles vont transformer l'amidon en... Alors donc il y a deux types d'enzymes qu'on va retrouver dans le malt, c'est les alpha-amylases et bêta-amylases. Et elles vont transformer l'amidon en deux sortes de sucres, en glucose et en dextrine. Les dextrines sont des sucres non fermentescibles qui vont rester sucre dans tout le parcours de la bière, tandis que tout ce qui est la partie glucose, qui est un sucre beaucoup plus simple, lui sera ensuite dégradé en alcool en cours de fermentation. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans ces... Alors ça c'est le malt vert, c'est le malt qui est dans 90% dans toutes les bières. Lui, il va apporter une grosse charge en sucre pour faire n'importe quelle bière. Donc ça, c'est 90% du malt. Et ça? Alors ça, c'est un malt qui est un petit peu plus torréfié. On voit, il est un petit peu plus doré. Grillé, oui. Donc il va apporter un petit peu de couleur un petit peu plus foncée. Et il va apporter aussi des goûts un petit peu différents, un petit peu plus torréfiés. Et ici? Alors ça, c'est du blé. Du blé, voilà. Ça, c'est du blé, donc du blé qui sort on peut dire, de la moissonneuse, hein, si on veut dire. Moi, je l'utilise cru, donc écrasé aussi. Hein, quand ils sont dans la cuve, ils sont concassés, hein, ils ne sont pas comme ça. Je l'utilise cru. En fait, le blé, lui, il va rapporter un goût aussi différent à la bière et il va apporter aussi un plus qui est la tenue de mousse. Et ensuite, on a le houblon. Alors, on l'a sur deux présentations, ici en granulé et puis en feuilles. Et en fleurs, quoi. Enfin, ça c'est de la fleur de houblon, donc c'est des cônes. Hein. Donc comme on voyait tout à l'heure, c'est ce qui va être cueilli sur la liane, hein, de houblon. Et ça c'est en pelette, en fait c'est une concrétion qui fait c'est un petit peu plus concentré que la fleur en fait. Donc ça on l'utilise, alors souvent ça c'est des houblons amérisants. Là, qui vont être mis tout à l'heure en ébullition pendant au moins 1 heure. Et après, les houblons en cône comme ça, donc ça, on les met dans des poches comme ça. Ils vont être utilisés à la fin, complètement à la fin d'ébullition, à 5 minutes, juste pour libérer les huiles essentielles. Ça, c'est une infusion, c'est comme le thé avec le sachet. En fait, il ne faut pas les laisser longtemps parce que le but, c'est vraiment de récolter les huiles essentielles. Si on les laisse trop longtemps, elles s'évaporent. Donc c'est 5 à 10 minutes, quoi. Donc là on a l'empâtage, ensuite le filtrage. Voilà, alors donc, là en fait la recirculation est finie, donc maintenant on va envoyer dans l'autre cuve. Donc voilà, donc alors là bon, tout est calculé dans la recette, hein, c'est des volumes d'eau, des volumes de malt. Et donc là, bon, en gros, on va remplir la cuve jusqu'en haut, c'est des cuves de 600 litres. Donc celle-ci est vidée. Ça passe par le tuyau et c'est l'autre qui remplit. Voilà, et alors donc quand elle est en cours de vidange, on va dire, je vais rincer avec de l'eau. D'accord. C'est-à-dire qu'on va renvoyer de l'eau pour vraiment rincer et capturer tous les sucres qui sont dans la cuve. Donc on va obtenir à la fin, en fait, alors il y a 3 termes à retenir dans l'empâtage. L'ensemble s'appelle la mèche, M-A-I-S-C-H-E. Le liquide s'appelle le mou. Et le reste du malt s'appelle les drèches. Donc là, en fait, on filtre à travers les drèches. C'est la seule filtration qu'il y aura dans la bière. Enfin, c'est la bière artisanale, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre filtration. C'est la seule filtration qu'il y aura dans le circuit de la bière. Et donc là, vous voyez, on a un jus qui est clair, hein, quasiment. Ces couleurs, on est déjà dans la couleur de la bière, hein, qui va encore s'éclaircir après au fur et à mesure. Et donc là, dès que l'ébullition sera atteinte, on va commencer à mettre le houblon amérisant pendant 1 heure. Dans cette cuve-là, on met le houblon. Voilà. Donc là, nous avons la machine pour embouteiller avec les bouteilles qui passent et qui sont ainsi remplies et embouteillées. Donc on va voir une vidéo qui nous montre le fonctionnement de la machine et vous pourrez ainsi voir comment les bouteilles sont remplies, encapsulées et ensuite comment on les retrouve dans les magasins.
Alors nous allons voir les accords entre la bière et le fromage de chèvre à la fin de l'émission. Et vous pourrez ainsi comprendre comment on peut associer dans ces accords non pas vin et mets, mais bière et fromage. Comment on peut produire cela. Je vous retrouve donc à la fin de notre émission pour ces accords. Nous sommes à Bonneval où nous allons découvrir l'art de la vannerie avec Franck Cerquera qui va nous montrer ses créations à la fois contemporaines et traditionnelles. Il va nous expliquer aussi comment il travaille cette matière première et vous allez voir des choses extrêmement intéressantes et renouvelées sur la manière de travailler la vannerie. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Baptiste. Donc là nous sommes dans votre atelier. Oui. Avec, on aperçoit quelques-unes de vos créations et puis on aperçoit surtout la table de travail où celles-ci sont réalisées. Là, c'est le début d'une réalisation. Oui, là je suis en train de créer, alors à partir d'une technique qu'on appelle la technique du piquage, je suis en train de créer un fond pour pouvoir créer une Dame Jeanne. Donc c'est un article qui va être rond et je suis en train de commencer à tresser ce qui va servir de support à toute la fabrication de la manne. Donc, là, on a la matière première, donc les joncs, l'osier. Où est-ce qu'on le trouve, l'osier? Alors, l'osier, c'est une plante qui a un petit peu disparu. Hein, jusque dans les années 90, en France, on comptait 2700 variétés d'osier et de saules différentes tissables sur tout l'Hexagone. Aujourd'hui, il y a le courant professionnel de la vannerie avec des osiericulteurs. Donc, ce sont des agriculteurs quasi conventionnels qui ont pris l'agriculture de l'osier. Donc du coup, ça pousse dans des champs, dans des régions un petit peu particulières. Il faut quand même avoir un taux pluviométrique annuel qui soit intéressant. Et puis, ça pousse en champ. Donc c'est coupé, on l'a fait sécher après pour que ça puisse être utilisé? Oui, il y a une pousse. Alors les premières pousses sont difficilement tressables. On attend 3 ans dans une oseraie avant de pouvoir l'utiliser. Tous les ans, on sectionne les brins, des hauteurs et des gabarits différentes, selon les variétés qu'on veut utiliser aussi, pour avoir des coloris totalement différents. Et puis vous avez des régions en France qui restent encore des bastions de l'osiericulture, comme l'Indre-et-Loire. Il y a le bassin de la vallée de Laconie, ici, où on trouve encore quelques variétés. La Haute-Marne, le lieu de l'École nationale d'osiericulture et de vannerie. Et puis, c'est une agriculture conventionnelle que les vanniers se battent pour garder. Maintenir. Alors, expliquez-nous votre table de travail aussi, parce qu'on voit notamment 3 points, 3 trous qui sont importants. Ils ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas anodins. Ils ont un rôle dans la bien manière de... Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle une sellette. Elle a un plan de travail incliné, puisque quand on commence à saturer le travail, c'est-à-dire que là, à partir de la finition de mon fond va venir à l'intérieur de ma fabrication. C'est-à-dire que là, je vais piquer des brins tout autour, que je vais remonter, ce qu'on appelle une araignée avant de la piquer, une bouteille quand elle sera finie. Et à partir de cette fabrication sur ma table, je vais pouvoir mettre à l'intérieur un poinçon qui va venir, lui, se piquer dans un des points qui est ici, de façon à ce que j'ai la possibilité de pouvoir travailler en plan incliné et d'avoir une vision parfaite du travail que j'ai en fond et du travail que j'ai devant moi. On a vu le poinçon comme outil, il y a d'autres outils aussi typiques de votre travail. Alors, des articles modernes, mais qui ont toujours existé, hein, qui sont aujourd'hui les sécateurs. Aujourd'hui, je ne donnerai pas la marque, mais c'est des sécateurs solides. La serpette, qui est un instrument incontournable. Et la serpette, elle sert à quoi? Alors la serpette, elle sert soit à faire des écaffes, je vais vous prendre un brin, soit à sectionner son brin. Donc là, par exemple, sur un brin de montage, si je veux le piquer à l'intérieur, pour pouvoir le rentrer, je vais devoir le saboter et lui tailler un biais. En oblique, oui. Voilà. Et la serpette a cette utilité-là. Ensuite, si j'ai envie de faire une autre technique de travail qu'on appelle l'écaffage, je vais fabriquer une écaffe. Pour fabriquer une écaffe, j'ai besoin de ma serpette, c'est-à-dire que je fais une petite entaille, j'ouvre mon brin, je viens de séparer la moitié de mon aubier, et à partir de cette moitié d'aubier, je viens le raboter toujours avec ma serpette. Là, je le rabote, et ça permet de pouvoir plier l'osier et de venir faire un sabotage qui va venir se fixer sur un brin pour avoir des constructions rectangulaires, triangles. Voilà, c'est une technique un petit peu plus facile pour pouvoir fabriquer des choses différentes.
Alors là, justement, on est dans votre boutique. Alors, on aperçoit les objets que vous fabriquez. Il y a des objets très classiques, et puis on va voir des créations contemporaines. Parce qu'à l'origine, la vannerie, c'est fabriquer des objets du quotidien. Exactement. Donc, des paniers, des dames Jeanne. Tout à fait. Depuis le XIIIe siècle environ, on fabrique, les vanniers fabriquaient des contenants qui servaient soit à l'agriculture, soit au transport, soit, dans l'histoire française, hein, la Première Guerre mondiale en est encore l'exemple un peu favori. Pour l'armée, les vanniers travaillaient, donc dans les années 70 en France, on était encore, on va dire 7-8 000 vanniers. Au XVIIIe siècle, on était 32 500. Et tous issus du même courant professionnel, hein, je précise, parce qu'il y a des courants différents, agricoles, qui se sont transmis au fil du temps de ferme en ferme, etc. Et vous avez le courant, on va dire, gitan, où les gitans se sont appropriés quelques techniques de vannerie pour en faire des objets utiles qu'ils allaient pouvoir revendre, entre guillemets, aux agriculteurs qui en avaient besoin. Ça, c'est un panier pour les vendanges? Exactement, c'est une hotte de vendange. Donc c'était porté sur le dos. Sur le dos. Ouais, je vais vous montrer. Et on met le raisin à l'intérieur quand on le... Tac. Elle était portée comme ça. Voilà. Et puis on pouvait la basculer. Voilà, il y a différentes hottes, donc les hottes champenoises, qui ne servent plus aujourd'hui hein, dans les vendanges. Il y a quelques endroits en Champagne où on fait encore de la tradition de vendange. Le tablier était un petit peu plus haut pour justement éviter aux vendangères et celui qui portait la hotte d'avoir ce mal de dos. Donc sa tête perchée dessus et il pouvait se pencher vers l'avant sans risquer de se faire mal, quoi, en fait. Ça, là, on a le plateau de fromage. Cloche à fromage. Cloche à fromage. Avec le plateau en dessous, donc là, protégé des insectes et tous les nuisibles qui veulent le manger. Avec une utilité bien précise, hein, parce que tous les corps de métier qui existaient, qui existent encore aujourd'hui, même s'ils les utilisent beaucoup moins, les fromagers, les vanniers fabriquaient des faisselles pour pouvoir former les fromages, les mettre en faisselle. Tout ça se faisait en osier. La cloche à fromage, ça servait aussi, pas uniquement à protéger des insectes, mais la particularité de l'osier, c'est qu'il a le pouvoir de pouvoir absorber un petit peu d'hydrométrie, l'humidité, et ça permet d'affiner le fromage mieux que le mettre dans un frigo. Ouais, très beau panier aussi pour... Mandelette ovale. Alors la mandelette, c'est un panier, à commission avec un style un petit peu particulier qui rentre un petit peu plus avec l'élégance. C'est-à-dire qu'au fil du temps, on a affiné la vannerie et le travail de façon à ce que les objets deviennent plus élégants, moins rustiques. Alors des créations, donc là on a vu plus classiques, on va voir quelques créations contemporaines. Là par exemple. Donc là on a un superbe homme. Alors, il a une histoire familiale et historique, on peut dire. Puisque, oui, c'est vrai. Vous travaillez ça avec votre frère qui est menuisier. Oui, menuisier ébéniste. Donc à l'origine c'est un panier de boulanger. À l'origine, voilà, donc les boulangers aujourd'hui ont des fournils qui deviennent de plus en plus petits, avec de très gros fours, mais ils utilisent de moins en moins de paniers à défourner. Traditionnellement, le panier qui est en dessous était fait pour pouvoir mettre une quantité assez impressionnante de pain à l'intérieur. Donc on avait des quantités monstrueuses qu'on pouvait mettre à l'intérieur. Ce panier-là, quasiment plus de boulangers l'utilisent, et moi ça m'embêtait sérieusement de ne pas pouvoir continuer à fabriquer ce style de panier. Et du coup j'ai détourné son utilité primaire, et j'ai décidé d'en faire une servante de bar. Donc en collaboration avec mon frère, on a mis au point une petite technique qui fait qu'on peut marier à la fois la vannerie et le bois, et une technique de plaquage notamment pour éviter que, comme la vannerie travaille avec le temps et réagit à la chaleur, à l'humidité, ça évite de briser le bois quand ça bouge. Donc du coup on a mis au point ce petit bar, cette servante qui roule, et qui peut aller tout à fait dans une véranda, sur voilà, une terrasse. On a les bouteilles, on a les verres, on peut mettre dessous l'apéritif. Exactement. Voilà, et puis ça peut servir aussi de support. Alors autre création, celle-ci par exemple, où là on a une introduction d'une pièce en cuir. Là vous travaillez avec un artisan qui travaille le cuir. De Chartres, oui, tout à fait. Et donc on a, donc là c'est le panier à provision, à commission, un petit caddie de commission. Voilà, et effectivement le fermoir comme ça s'il pleut. Voilà, c'est elle qui me fabrique, donc on travaille toujours en collaboration. Je fais la même chose avec un ferronnier d'art, quand j'ai besoin de faire de l'architecture végétale sur des objets qui vont être plus grands. Je travaille avec un ferronnier d'art, donc on mélange, j'aime bien mélanger d'autres corps de métier et pouvoir mélanger la vannerie et d'autres corps de métier, le cuir, le bois, le fer. Alors on va voir d'autres créations où là vous êtes lancé d'autres défis pour mettre en place une
une Harley Davidson. Oui, oh bah ça remonte à quelques années maintenant. Voilà, ça montre aussi qu'on peut faire des objets Alors là, plus évolués. Ouais. J'ai utilisé une matière totalement différente qui, elle, pour le coup, ne pousse pas en France, qu'on appelle le rotin. Donc c'est une variété, c'est la seule des variétés que j'importe, mais qui est tout à fait noble, hein, parce que la vannerie en rotin est plus spécialisée en Indonésie, Pakistan. Les rocking chairs notamment. Exactement, tout à fait. C'est plus gros d'ailleurs. Ben, alors, ça dépend des sections. L'avantage du rotin, c'est que ça, en fait, ça fait partie de la famille des lianes. Ça pousse sur des longueurs assez vertigineuses. Par contre, ça a le mérite d'avoir le même diamètre d'un bout à l'autre. Et ça permet d'avoir un travail de précision beaucoup plus soigné encore. Merci Franck d'avoir montré votre atelier, vos savoir-faire, votre technique. Un plaisir. Voilà, ça permet pour nos téléspectateurs de se rendre compte de cet artisanat encore très vivace dans cette région. En tout cas, merci de mettre un petit peu de lumière sur mon métier parce que c'est un métier qui est passionnant et où il faut vraiment donner beaucoup de sa personne. Et voilà, quand il y a un retour, c'est bien. Et ça pourra donner des idées à ceux qui aiment ça. Je l'espère. Nous allons maintenant partir à la rencontre de Patrice qui va nous montrer sa passion pour le percheron, notamment découvrir son cheval, et puis l'histoire de cet animal de trait qui a été très utile dans l'agriculture française. Nous y allons. Eh bien, nous partons avec cette magnifique percheronne à travers les rues de Bonneval. Alors cette percheronne s'appelle Osée de Vanoise, du nom de l'élevage où elle est née, à Nogent-le-Rotrou, pas très loin d'ici, dans le Perche, au marché du Perche. Elle a 18 ans et donc elle est à peu près la moitié de sa vie. Parce que le Perche est connu effectivement pour son cheval, dont il a donné le nom, le percheron. Et ça a fourni des chevaux de trait pour l'agriculture pendant plusieurs siècles. Pour les bosserons, parce que les bosserons, on est juste en limite du Perche. Hein. Il n'y avait pas besoin d'aller bien loin pour acheter un cheval, il venait de faire 15 km. Et il faut savoir que les percherons ne vendaient que leurs chevaux mâles. Les juments se les gardaient pour eux, continuer à faire de l'élevage. Hein. Et il n'y a aucun bosseron qui achetait une jument. Parce qu'une jument avec 5 ou 6 mâles dans la ferme, on ne pouvait pas s'en servir. Et de la jument et des mâles. Ça ne va pas ensemble. Alors c'est une race qui a failli disparaître au XXe siècle. Toutes les races de chevaux de trait ont failli disparaître. Hein. Parce qu'à l'époque, en 1955, entre 55 et 60, même 1950, quand les tracteurs sont apparus, ils ont après la guerre, hein, 45 même. Bon, bah, les chevaux, quand l'agriculteur achetait un cheval, achetait un tracteur, il se défaisait au moins de 2 chevaux. On n'a pas liquidé tous les chevaux d'un coup. Hein. Dans une ferme, mon père avait 4 chevaux, enfin lui c'est différent, il y en a 2 qui sont morts. Il a acheté un tracteur, il a gardé 2 chevaux. Et au fil des ans, les chevaux ont disparu. Combien ça pèse un cheval comme ça? Ça pèse près de 900 kg. Parce qu'on a un cheval qui est trapu. Pour l'attrait, il faut qu'il soit puissant. Et... Tous les chevaux de trait, il faut entre 800 kg et une tonne 200. Hein. Les boulonnais sont encore plus impressionnants. Enfin, il y a aussi des percherons plus forts. Hein, Quoique c'est plus vraiment la race de chevaux percherons de trait qui existait il y a 50 ans. Parce qu'on a fait des croisements, on a voulu les affiner, vous voyez, avoir des plus élégants. Donc ils ont acheté des étalons en Amérique, parce qu'en Amérique, la race percheronne n'avait pas évolué de la même manière. Ils avaient évolué plutôt en chevaux de diligenciers, ils appellent ça, pour tirer les diligences dans les villes. Enfin des chevaux plus rapides. Alors, pour un cheval plus rapide, il faut des jambes plus longues et plus fines. Alors donc on a acheté des étalons en Amérique, on en achète encore. Avec les croisements des juments qui nous restaient dans le Perche, ça nous donne un cheval plus haut, quoi. On passe de 1,55 m à 1,75 m, 1,80 m au garrot. Donc c'est une race qui a été créée par l'homme, par les croisements, par les mélanges? À la base, oui. Il y a du cheval arabe. Parce que les Arabes ont envahi la France. On a croisé, c'est pour ça qu'on a les chevaux percherons. Il y en a certains qui naissent gris et qui deviennent pommelés, qui sont très jolis. Mais tout comme les chevaux arabes deviennent après blancs quand ils vieillissent. Ça peut travailler combien de temps un cheval au champ comme ça, quand c'était utilisé? Quand il travaillait? Pendant sa durée de vie ou... Non, dans la journée. La journée, il commençait à 14 h, il finissait à 18h30, 19 h. Vous voyez, ça fait l'après-midi et le matin. Oui. Le matin, il commençait à 8 h jusqu'à midi. 4 h. Oui, c'est des chevaux qui faisaient facilement 8 h par jour. Hein. Nous sommes dans l'église de Bonneval qui date pour l'essentiel du XIIIe siècle, même si, comme dans tous les édifices religieux, d'autres pièces ont été apportées aux différentes époques de l'histoire. Et puis dans cette église, on a la statue de Jeanne d'Arc qui
a un rôle important dans l'histoire de France et un rôle important aussi pour la région, puisque Jeanne d'Arc a conduit les armées françaises contre les Anglais en 1420 à Patay. Patay est situé à quelques kilomètres d'ici, après la libération du siège d'Orléans. Et souvent, dans l'histoire de France, on parle des défaites. On connaît très bien Azincourt, on connaît très bien Crécy, deux grosses défaites au début de la guerre de Cent Ans. Et puis on ne parle quasiment plus des victoires. Pourtant, Patay est une victoire de la chevalerie franque contre les Anglais et ça a permis au roi Charles VII d'avoir toute la légitimité de son pouvoir politique et ainsi de mettre un terme à cette guerre qui l'opposait aux Anglais. Patay en 1420, nous sommes donc dans une année anniversaire et puis en 2020 nous sommes dans le centenaire de la double canonisation de Jeanne d'Arc puisqu'en 1920 elle est reconnue sainte par l'Église catholique et elle est reconnue également comme une héroïne nationale par la République française. C'est la seule loi de la Troisième République qui a été votée à l'unanimité et qui fait de la Jeanne une héroïne nationale et qui institue la libération d'Orléans comme une fête nationale. Et donc c'est une fête qui est, depuis cette année-là, depuis 1920, régulièrement fêtée, à Orléans bien sûr, mais aussi ailleurs dans le territoire français. Alors nous sommes au Chez Robert pour découvrir les vins du Val-de-Loire. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses dans les vins du Val-de-Loire, souvent peu connus ou méconnus, avec des choses extrêmement belles à découvrir et on va partir avec notre caviste Sébastien pour vous faire découvrir tout ça. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Baptiste. Donc là nous sommes dans une cave qui est très bien fournie, Exactement. De nombreux produits. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui c'est essentiellement les vins de Loire. Tout à fait. Puisque nous sommes sur le Loire mais proche des vins du Val-de-Loire qui d'ailleurs n'est pas uniquement autour de la Loire comme fleuve. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des vins qui vont du Massif central avec le Saint-Pourçain jusqu'à Nantes, donc jusqu'à l'Atlantique, donc une très grande variété de cépages, de terroirs. Avec des terroirs différents, des cépages différents, tout à fait, exactement. Et je vais vous emmener, vous montrer peut-être éventuellement. Tenez, par ici. Voilà, par exemple ici, vous avez mon rayon sur les vins de Loire, c'est ce qu'on disait à l'instant. Donc par exemple les Cheverny, les Saumur-Champigny, les Saint-Nicolas de Bourgueil, un peu plus haut les Sancerre. Là, ce sont les mêmes cépages à chaque fois ou ce sont des cépages différents? Ce sont des cépages complètement différents. Sur un Cheverny, on va avoir du gamay et du pinot noir, 75% et 25% de gamay. Les Cheverny, on est plutôt sur des cabernets, les Saint-Nicolas aussi, des cabernets, cabernet sauvignon. Donc on retrouve à la fois des cépages qui viennent de Bourgogne, comme les Pinots, le Gamay, le Beaujolais, puis des cépages qui viennent du Bordelais. Complètement les Cabernets. Et le Val-de-Loire, c'est la rencontre de ces cépages avec des terroirs qui sont propres et des manières de vinifier également qui sont propres. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a des vins qui sont à la fois très bons et à des prix abordables. Donc c'est vraiment, là, pour les amateurs, il y a une très grande palette de vins. Complètement. Et puis des gammes de prix qui font plaisir aussi au portefeuille. Voilà, et puis des vins qui sont relativement assez fruités, relativement assez légers pour la saison notamment. C'est tout à fait adapté. Donc des vins rouges, des vins blancs aussi, parce que le Val-de-Loire, avec le Chenin notamment, qui est Exactement, l'un des cépages principaux, le Chardonnay aussi également, et le Sauvignon bien sûr. On va retrouver le Sauvignon évidemment sur tout ce qui est Cheverny. Vous allez avoir les Reuilly, les Chinons, Pouilly fumé, on monte encore très haut, et les Sancerre, exactement. Pareil, la même diversité que sur les rouges, hein, sur 3 ou 4 cépages différents. Et puis, le Val-de-Loire, c'est également les vins de crément. Alors, quand on pense vin pétillant, évidemment, la Champagne, la Clairette de Die éventuellement, mais il y a aussi une tradition, une vraie tradition, c'est pas quelque chose qui s'est fait récemment, des créments du Val-de-Loire. Alors, on en a en Vouvray, on en a en Saumur. Tout le long de la Loire, on a ces créments. D'ailleurs, c'est toujours plaisant aussi en apéritif, en repas. Oui. C'est également, effectivement, ce sont des très jolies méthodes traditionnelles, hein, ce qu'on appelle des méthodes ou des créments. Donc les méthodes pour le Vouvray, évidemment, et puis tout ce qui est créments de Loire, avec des cahiers des charges sur du Chardonnay ou du Chenin qui sont très respectés. Alors la méthode traditionnelle, ça consiste comment? C'est la vinification, c'est la façon différente de faire d'un champagne ou d'un mousseux plutôt au démarrage. Hein, on va être sur des 2 ans de fabrication, sur 2 millésimes différents, avec un cahier des charges bien respecté. Donc dans les vins pétillants, il y a 2 grandes méthodes, la méthode champenoise et la méthode traditionnelle. Tout à fait, et la méthode traditionnelle. Voilà. Et puis les rosés aussi. Enfin, le Val-de-Loire, on a vraiment une palette. Alors on va commencer par les rosés, puis on finira après avec les vins liquoreux, mais là aussi une grande tradition de rosés en Val-de-Loire, c'est très bien avec des barbecues, des sardinades par exemple, ou des crudités, des côtes de porc, enfin ça se marie très bien.
Quel type de cépage pour les rosés? Alors, on va être sensiblement sur les mêmes types de cépages que sur les blancs, mais bien entendu des gamay, beaucoup de gamay, des pinots aussi. Hein. Les gamay et puis surtout les gamay hein, sur les rosés hein, et les pinots. Et puis les vins moelleux, alors c'est du Gaillac, donc c'est une autre région, mais en tout cas en Val-de-Loire, on a aussi du vin moelleux. Alors on connaît les Cottus du Layon. Les chaumes, les quarts de chaume, les bonnes eaux, hein, qui sont aussi des vins délicieux, sur des chenins, voilà, en cépage. Alors ce qui est intéressant, c'est également les bouteilles, parce que, enfin la forme des bouteilles. Chaque région a sa forme. Alors on connaît la bouteille Saumur-Champigny avec le blason voilà, allongé et puis les blasons. Sinon on a des bouteilles bordelaises. Et puis on voit que depuis une petite quinzaine d'années, de plus en plus les régions développent leurs propres bouteilles. C'est ce qu'on appelle la bouteille antique, c'est-à-dire une bouteille un petit peu plus resserrée vers la fin et évasée vers le haut. Voilà. Mais vous avez des viticulteurs, par exemple, plutôt sur la Touraine, qui vont faire des flacons un petit peu différents, beaucoup plus larges, beaucoup plus amples à la tête, enfin aux épaules, pardon. Voilà, donc on a la bouteille bordelaise qui est la plus connue, la plus classique, qui permet aussi de bien ranger les bouteilles dans les caisses. Là, on en a ici, donc épaules relevées et puis la meilleur rapport entre la contenance et l'espace utilisé, et puis des régions qui maintenant se diversifient, par d'être reconnues. Là on voit très bien les flûtes alsaciennes par exemple. Pour ces rosés là aussi c'est des formes un peu plus c'est-à-dire qu'on a voulu casser les codes. Vous aviez les codes par exemple sur la bouteille typique Côte de Provence. Là c'est vraiment la bouteille Côte de Provence, et aujourd'hui on va retrouver des Côtes de Provence dans des bouteilles complètement différentes pour justement monter en gamme et ne plus partir sur ce positionnement là. Donc après cette présentation, on va aussi déguster ces vins et on pourra comme ça tester et voir la palette aromatique et gustative de ces vins de Loire. Eh bien, écoutez Jean-Baptiste, tout à fait, on va les déguster. Je vous invite à découvrir un endroit insolite à Bonneval, le Clos des Fêlés, juste à côté où j'ai tout prévu pour la dégustation. Eh ben, je vous suis alors. Merci, avec plaisir. Alors c'est une des surprises de la journée, la présence de cette vigne à Bonneval. La vigne, on en avait partout jusqu'à fin 19e, début 20e siècle, et puis elle a disparu. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a le chemin de fer, le fait qu'on s'est approvisionné en vin dans le Languedoc, en Algérie aussi. Le pinard algérien était plus alcoolisé, avec plus de goût, donc on avait moins besoin d'avoir ces vignes locales. Mais la vigne de la région a alimenté le Val-de-Loire et puis surtout Paris pendant plusieurs siècles. Et on avait d'ailleurs autour de Paris la vigne d'Argenteuil, la vigne de Montmartre, qui aujourd'hui sont anecdotiques, mais qui à l'époque abreuvait Paris. Donc il y a le chemin de fer. Après arrive le phylloxéra qui tue la vigne. Alors, peut-être montrer ce que c'est que le phylloxéra, parce que la vigne aujourd'hui, donc il y a un pied qui est un pied planté, qui est un pied américain. Et sur ce pied est greffé les cépages que l'on connaît. Ici, c'est probablement du gamay. Et donc on a le pied américain qui résiste au phylloxéra, qui est un insecte qui pique le pied de la vigne et qui la détruit. Donc la vigne américaine résiste au phylloxéra. Et si on plantait le gamay directement dans le sol, ce qu'on appelle franc de pied, elle serait attaquée et elle finirait par mourir. Il y a quelques régions en France où on a des vignes francs de pied, un peu en Champagne. En Camargue aussi, dans le sable, parce que le phylloxéra ne va pas dans le sable. Mais sinon, il faut faire ce subterfuge de mettre le cépage français et européen greffé sur des pieds américains. Donc là, on a une petite parcelle de vigne qui a été replantée quand? Il y a une petite trentaine d'années? Oui, il y a une petite trentaine d'années, enfin dans les années 1997-98. Alors ça a été à l'origine quelque chose qu'on voulait pédagogique, et puis c'était aussi, on avait la promotion de notre terrine bonnevalaise. Alors on avait fait une confrérie qu'on va découvrir tout à l'heure, et on s'est dit, ma foi, pourquoi pas déguster aussi du vin qu'on produirait. Alors on a planté 270 pieds de vigne dans ce petit clos qui était jadis sûrement occupé déjà par de nombreuses vignes. Donc on n'a fait que continuer la tradition de vignoble dans notre Bonne-Vallée. Voilà, et donc avec ces vignes, on a une petite parcelle de l'histoire qui est présente et qui nous rappelle que la vigne a longtemps couvert une partie de la Beauce, avant les céréales, et puis qu'il y avait de la vigne partout en France, y compris en Normandie ou en Bretagne. Aujourd'hui elle a disparu, parce que pour faire du vin, il fallait faire le vin localement, notamment pour alimenter les abbayes et les églises, et que le vin se transportait assez mal pour des raisons hygiéniques, même si la vallée de la Loire était une des artères principales du transport du vin, notamment sur les barriques. Alors évidemment, la confrérie, pas les meilleurs vignerons de la région. Font mieux le pâté que le vin.
Oui, on arriverait à faire mieux le pâté que le vin parce que bon, c'est vrai qu'en plus les conditions sont pas faciles. C'est un tout petit vignoble, il n'est pas bien situé maintenant. On a la ligne de chemin de fer qui passe à côté, donc il était un temps où on faisait du désherbage chimique avec les trains. Ça n'a pas aidé non plus à faire progresser notre vignoble de la meilleure manière. Hein. Et voilà. Puis bon, enfin ma foi, c'est symbolique, c'est la poursuite de l'histoire locale. Alors le vin, ma foi, on le met dans une bouteille et puis on le regarde. Hein. On ne veut pas non plus que les gens deviennent soient malades avec notre production. Alors on va maintenant partir à la rencontre de la confrérie des fêlés de la terrine Bonnevalaise. Voilà. Alors cette terrine, elle est faite à base de quel produit? Eh bien, cette terrine, elle est faite à base de canard et de porc. Un tiers canard, 2 tiers porc. Et puis bon, il y a le savoir-faire de l'agriculteur qui fait sa production d'animaux dans cette terrine, évidemment. L'origine Alors l'origine, c'est venu par l'intermédiaire d'une foire qu'on avait créée avec l'Union commerciale, hein, notre confrérie. Et puis on s'est dit, bah voilà, il faudrait que ce concours de terrine aboutisse sur quelque chose et ensuite on fasse la promotion de cette terrine. Et puis on s'est dit, bah voilà, la confrérie, on va lui donner un nom, la confrérie des fêlés de la terrine. Hein, les terrines de nos grands-mères étaient toujours fêlées. Et puis nous, on a l'avantage ou l'inconvénient, c'est comme on le veut, d'avoir un hôpital psychiatrique. Alors on dit souvent que les gens qui vont se faire soigner sont un peu fêlés. Donc c'était pour compléter aussi ce vocable qu'on a utilisé pour... Et on l'a produit dans une terrine en terre. En terre, voilà. Donc c'était à la base un concours qui a été fait. On avait deux membres du jury qui étaient très connus, entre autres Jean-Pierre Coff, qui était un voisin, et puis Joël Normand, qui était chef des cuisines de l'Élysée pendant 30 ans, hein, qui a servi le général de Gaulle et tous les présidents jusqu'à Jacques Chirac. Donc on avait ces deux personnages-là qui nous ont aidés à promouvoir cette terrine bonnevalaise. Et voilà. Ça fait des parrains de choix. Alors vous avez également un habit. Voilà, on a un habit qui est aux couleurs de la ville, jaune et noir, hein, comme vous allez pouvoir les découvrir. Hein, nos amis confrères avec leur épouse. Hein, la confrérie n'est pas au complet, là, le grand maître il est en vacances, donc, mais si vous voulez, c'est la base de notre groupe. Et on fait des sorties, on fait des animations, et ce sont des bons vivants, des épicuriens. Hein, voilà, ils font hommage à M. Rabelais. Hein. La terrine, effectivement, ça a fabriqué le pâté, et puis partie des membres. Donc. Voilà. Donc moi aussi, je fais partie de cette confrérie. J'en suis le grand scribe. Malheureusement, aujourd'hui, notre grand maître, il est sur des côtes au soleil. Et bon, ma foi, mais il appréciera sûrement qu'il soit bien représenté dans ce vignoble. Bon, on va la goûter cette terrine. Ah ben on va la goûter cette terrine. Alors là voilà cette fameuse terrine, donc cochon canard, vous la produisez depuis une trentaine d'années environ? Oui à peu près, c'est ça. Et c'est un producteur local, c'est un agriculteur hein, qui nous la fabrique parce qu'évidemment il y a toutes les normes de sécurité, il faut que ce soit fait dans les règles de l'art et nous on n'a pas la possibilité en tant qu'association eh bien, de réaliser ce produit. Voilà une de nos nombreuses productions locales et régionales. Vous découvrez ainsi le terroir de France avec notamment donc, cette terrine cochon canard de Bonneval. Alors nous sommes juste en face des vignes de Bonneval et nous allons déguster ces vins de Loire. Donc il y a un échantillon, Saint-Nicolas de Bourgueil, un Saumur Champigny pour les rouges et puis en blanc on a un Cheverny et un Reuilly. Donc là on a un bel échantillon de ces vins de Loire. Pour les rouges, on est sur quel cépage? Alors sur le Saint-Nicolas, on va être sur un cépage Cabernet. Sur le Saumur Champigny, Cabernet Sauvignon. Donc ici monocépale et puis là on a deux cépages. Voilà. Sur le blanc, vous avez ici un Sauvignon Chardonnay et sur le rosien, c'est ce qu'on appelle un gris. Un gris, c'est-à-dire? C'est le cépage le gris, le petit gris. Voilà. Ça c'est un cépage qu'on a dans le Val-de-Loire? Oui, tout à fait, exactement. Bah, je voulais servir, comme ça on commence par le... Alors le Saint-Nicolas, on est sur un millésime 2019. La particularité, on est sur un viticulteur qui nous présente un Saint-Nicolas en agriculture biologique. Donc on est sur le Saint-Nicolas de Bourgueil,
Donc 2 cépages, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Tout à fait. Alors ce qui est intéressant quand on déguste un vin, c'est de voir aussi les arômes s'ouvrir. C'est-à-dire qu'au début, on a des arômes parfois un peu refermés, puis au contact de l'air, on a ce qu'on appelle l'oxydation. Donc ça libère les arômes et ça permet aussi d'avoir dans le temps des arômes différents. Tout à fait. Et puis dans le vieillissement du vin, on est sur un vin jeune, toi-même sur un 2019, donc plus le vin va vieillir, plus on aura des arômes complètement différents et une robe complètement différente aussi. Ça, c'est des vins qu'on peut boire jeunes ou au bout de 4-5 ans également? Ils vont à leur apogée au bout de 4-5 ans, mais on peut tout à fait les consommer dans les premières années. Voilà, donc si on n'a pas de cave, on le boit maintenant. Et puis si on peut, bonnes conditions hydronomiques et de température, et c'est toujours intéressant d'acheter une caisse, et comme ça on voit aussi l'évolution au cours du du temps. vin et une température de service autour des 15-16 degrés, ce serait l'idéal. Il y a une légère astringence, donc le vin agrippe un petit peu la langue. La jeunesse, voilà. C'est ça, donc là, en vieillissant, ces tanins se fondent et donc ça devient beaucoup plus souple. Ça, c'est très bien avec cette terrine. C'est parfait, exactement. Oui, ça convient parfaitement. Notamment l'astringence et le gras se marient bien ensemble. Ça permet d'avoir un bon équilibre des deux. Ou bien le prendre aussi avec classiquement la viande rouge, la charcuterie. Rouge, voilà. C'est tout à fait un vin de saison, hein, même sur une très bonne grillade, une côte de bœuf par exemple, ce sera parfait. Je vous propose de passer à la dégustation du Saumur Champigny. On est sur vous voyez la couleur un petit peu complètement différente, hein, c'est pas du tout les mêmes cépages, on est sur un 2018. Il est plus rose, enfin un rouge plus vif, moins sombre. Tout à fait. Bon, on sent encore que c'est un vin qui pourra se garder, hein, vu les coulantes qu'on a autour, c'est-à-dire l'alcool qui a dégouliné autour du verre. On a une montée en gamme des vins de Loire. Il y a beaucoup de régions en France qui n'étaient pas très bonnes il y a 20, 30 ans. Et aujourd'hui, on voit le Languedoc, la Côte-du-Rhône, Val-de-Loire. C'est-à-dire qu'on a réduit un petit peu la production et on a amélioré la qualité. On est devenu sur des vins beaucoup plus meilleurs en qualité, tout à fait. Il y a les côtes de l'Aveyron aussi qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt il y a 30 ans et qui aujourd'hui se tiennent tout à fait. Donc il y a aussi toute une palette de terroirs à découvrir. Alors, il y a bien sûr la Bordeaux et la Bourgogne qui sont très intéressantes, mais on voit qu'en France, des nouveaux vignerons travaillant mieux les vignes, nouvelles méthodes, et on arrive à des vins tout à fait abordables avec des vins de soif, des vins de repas, des vins de garde, des vins jeunes, enfin il y en a pour toutes les occasions. Tout à fait, c'est lié aussi au climat hein, qui change, qui se modifie, donc les vins forcément sont différents. Et c'est lié aussi à la vinification qui est complètement différente avec du nouveau matériel, des nouvelles façons de faire. Je pense aux cuves réfrigérées, aux thermos, etc. Donc là, un vin plus clair, un peu plus léger aussi. Voilà, on est sur un vin beaucoup plus souple, beaucoup plus facile. Je vous propose de déguster cette fois-ci un reuilly, ce qu'on appelle un gris. Alors pourquoi un gris? Lorsqu'on regarde un petit peu la couleur, si on se concentre bien, voilà, on a cette note un petit peu de couleur un petit peu grise. Et la particularité, c'est bien un rosé et non un blanc. Voilà. Alors, un rosé très pâle, effectivement. Rosé très pâle, voilà. Qui sera excellent à l'apéritif, par exemple, ou après, ne pas hésiter à le servir sur un plat principal, un poisson, il n'y a aucun souci. Donc là, voilà, plein de fraîcheur en bouche. Beaucoup de fruits, vivifiants. Voilà. On est sur un 2018, donc tout à fait adapté à la dégustation aujourd'hui. Alors voilà, je vous propose maintenant de déguster un Cheverny du domaine Thévenot, donc sur les vins de Loire. On est sur un encépagement 85% Chardonnay et 15% Sauvignon, l'inverse, pardon, 85% Sauvignon et 15% Chardonnay qui va apporter de la rondeur, de la vivacité sur le Sauvignon et de la rondeur sur le Chardonnay en fin de bouche. Donc un blanc également en apéritif, ça très sympa, mais aussi ne pas hésiter sur tout ce qui est poisson, voire des fruits de mer. On peut faire tout un repas avec ces vins. On commence en apéritif, on fait un repas poisson, fruits de mer, on termine fromage. Et comme ça, avec le même vin, ça évite des mélanges pour ceux qui ont plus de mal. Et puis, voilà, simplement un repas avec quelques plats très simples. Un fromage de chèvre, un poisson. Vous goûterez, vous allez voir, même sur un fromage de chèvre, ce sera très 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 bon. Et ce qui est vraiment saisissant dans le Val-de-Loire, c'est cette grande palette de vins, de cépages. On va de l'Auvergne jusqu'à Nantes, on a tout un chemin. Enfin, c'est un 100% jusqu'à. C'est un vignoble qui est immense, le Val-de-Loire. Tout est tendu, mais on traverse des terroirs différents, des villes différentes. Une diversité de terroirs sur l'ensemble de l'appellation, tout à fait.
Merci beaucoup pour cette dégustation. On a Merci ce petit échantillon, en plus une dégustation en face des vignes. C'est vraiment très, très agréable. Et puis on voit là une partie de la diversité. Merci de votre accueil, d'avoir présenté cette terrine de Bonneval et d'avoir fait ainsi découvrir à un téléspectateur cette richesse de nos terroirs, de notre patrimoine. Nous sommes à Moriez avec Yves, que nous avons vu tout à l'heure avec son tracteur, et nous retrouvons sa collection de tracteurs. Vous voyez ces magnifiques engins qui sont entreposés dans la cour. C'est une partie de l'histoire de l'agriculture française qui nous est présentée, avec des tracteurs qui débutent dans les années 1930. Là, on voit la mécanisation, le développement de ces appareils, des différentes marques. Un des plus anciens que vous avez, c'est celui qu'on a pris tout à l'heure, c'est celui-ci, 1938. Ouais. Et puis celui-ci également est assez ancien, c'est à peu près la même époque. Ouais, un peu plus récent, mais juste fin 40. Quoi. Sorti de la Deuxième Guerre. La plupart des tracteurs ici, c'est années 1950, On 40. est fin 40, début 50, jusqu'à 56, 57 avec les deux derniers là-bas. Alors on a une marque qui revient souvent, Lance Bulldog. Lance, Voilà, oui. ça, c'est la principale marque de tracteur à cette époque-là. C'est pas la principale marque, mais c'est une des très bonnes marques, une marque allemande, une marque référence, disons, qui va, à partir de 1921, ils vont sortir le premier tracteur semi-diesel, donc qu'on appelle les bullshot. Mais donc, ce principe de tracteur semi-diesel, donc on chauffait pour la mise en marche et ils avalaient un peu tout et n'importe quoi comme carburant. Du fioul lourd, mais des huiles un petit peu de tout. Des huiles végétales, tout type. C'était vraiment... Et c'était d'une rusticité, d'une simplicité à toute épreuve. À toute épreuve. Non, dans la Beauce, c'est essentiellement cette marque-là qu'on avait. Dans la Beauce, il y a eu cette marque-là, et donc après, qui a été rejointe, évidemment, Société Française a sorti son premier tracteur en 1934, et après, donc, à partir de là, Société Française a repris le dessus sur Lance pour équiper la plaine de Beauce et les autres plaines aux alentours. On voit des très belles couleurs, bleu, vert. C'est des couleurs d'origine ou c'est des couleurs Oui, vous là, oui. oui. À part le routier qui est couleur du propriétaire, sinon c'est les couleurs d'origine. C'est les couleurs d'origine. C'est-à-dire qu'en plus, le routier, si vous voulez, c'était qu'à l'époque, Lance, quand vendait ce tracteur-là, l'acheteur, le client, en fait, pouvait choisir sa couleur, uniquement que sur la version routière. Voilà, Ford, c'était que les voitures noires pour les voitures, mais voilà. Pour Lance, on pouvait choisir la couleur. Oui. Les tracteurs là-bas, c'est quelle époque à peu près la série des 4 bleus que l'on a? Ben, le 40, lui, c'est 1900, c'est 56, c'est 56 jusqu'à 62 à peu près. Le 9506, c'est le grand frère du routier, c'est la même cylindrée, hein, c'est exactement le même. C'est juste une évolution. Lui, l'avant-guerre, lui, l'après-guerre. C'est pour ça déjà aussi. Donc lui, c'est 1951. Les 28 et le 2416, ça c'est comme le 40, c'est des tracteurs, on va dire, c'est Lance à un bonnet à partir des années 55. En fait, avec la défiscalisation du gasoil qui va arriver en France en 1956, on va arrêter les boules chaudes et on va passer au diesel et au moteur multicylindre. Donc Lance, pour ne pas être perdu comme certains autres constructeurs, pour ne pas être perdu tout de suite, va transformer, on va dire, ces tracteurs semi-diesel en tracteurs diesel moyenne compression. C'est-à-dire qu'on garde toute la partie arrière, on garde toute la partie transmission et tout, et on évolue juste au niveau du moteur, c'est tout. On évolue, on change la culasse, on met un taux de compression un peu plus élevé avec un injecteur, et voilà, c'est tout. Voilà. Donc là, on a 30 ans à peu près, 1930 oui. Les premiers, 1960, on a on arrive une génération d'évolution de tracteurs et de paysannerie aussi, de paysans. Et là, on a un petit tracteur de 24 chevaux donc, qui était fait pour toutes les petites fermes, qui était fait vraiment pour équiper toute la petite agriculture, on va dire, petite voire moyenne agriculture, que si on prend les autres à côté, on est déjà sur du tracteur de plus grosse puissance, 40 chevaux, bon 28 pour celui-là, mais sinon 40-45 chevaux, où là déjà c'était fait pour la grande culture, pour les grandes fermes. On voit la différence de taille, ne serait-ce que le pneu. Ah bah oui, déjà la dimension de pneumatique, tout, voilà, il y a l'évolution, mais pour la force, pour tout simplement la force du moteur. On va terminer pour montrer à nos téléspectateurs le fonctionnement. Donc ici, on a le thermomètre avec... C'est le thermomètre de température d'eau. Voilà. Et puis ça, c'est pour mettre... C'est les réservoirs d'huile et de gasoil et d'essence. Puisque celui-ci, Elle fonctionne de gasoil et à l'essence.
Pour le démarrage, si on veut le démarrer au démarreur, on n'a pas encore la bougie de préchauffage comme on l'a aujourd'hui sur tous les véhicules où c'est instantané. À l'époque, il fallait repasser le tracteur quand on l'arrêtait sur l'essence, le faire tourner un certain temps sur l'essence pour pouvoir le démarrer plus facilement avec la bougie à l'essence. Et une fois que le moteur était chaud, on le basculait au gasoil. Alors il y a eu d'autres marques, il y a eu des marques comme Caterpillar, il y a eu d'autres marques américaines principalement, où ils mettaient même un petit moteur auxiliaire qui permettait de faire chauffer le circuit de refroidissement du moteur diesel. Et une fois qu'il était chaud, à ce moment-là, il y avait un levier qui permettait de basculer et de faire démarrer le tracteur. Ou McCormick a fait carrément une culasse où d'un côté on a la pompe à injection avec les injecteurs et de l'autre on a les bougies avec l'allumeur. Voilà. Il y a eu plein de solutions, plein de systèmes dans l'évolution. Merci pour cette présentation. C'est voilà, l'histoire en quelques tracteurs, 30 ans d'évolution et puis ils sont très bien conservés. C'est un beau travail de passionné. Nous voici arrivés à l'abbaye de Notonville où nous allons retrouver Manuel Dufer pour la dégustation de bière et Marie-Thérèse qui tient une exploitation de chèvres pour une dégustation bière et fromage de chèvre. Une abbaye du XIIIe siècle dont il y avait autrefois des fossés 3 mètres de long sur 4 mètres de profondeur qui ont été comblés. On voit un site de fortification dans lequel nous allons essayer d'entrer. Il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci de nous recevoir. Eh ben, je suis très heureuse de vous accueillir à l'abbaye de Notonville. Voilà, donc ça c'est chez vous, c'est votre exploitation? Voilà, c'est exactement. Enfin, c'était propriété de moines. L'époque médiévale. Voilà. Et vous, vous avez repris dans les années 1960 à peu près? Exactement, en 1955. 55. C'était dans quel état? Il y a beaucoup de restauration? Ah non, non, non. Nous, si vous voulez, c'est pas pour les bâtiments que nous avons pris, c'est pour venir en tant qu'agriculteur. Donc là, vous travaillez les champs avec les foins. Il y a une partie pour l'élevage de chèvres. Oui, maintenant. Et donc, ce sont tous vos bâtiments agricoles. Voilà, ce sont des bâtiments agricoles. Enfin, si vous voulez, c'était un prieuré qui dépendait de l'abbaye de Marmoutier, qui se trouvait au nord de Tours. Voilà, et c'était des bénédictins. Voilà. Les plus anciennes de France, l'abbaye de Marmoutier. Possible. Voilà, et ben voilà. Fondée par Saint-Martin. Oui, exactement. Alors là, on voit les enceintes de fortification qui sont assez élevées, puis on aperçoit des fondations d'une ancienne tour qui s'élevait sur une... Sur 5 étages et que l'on voyait de très loin. Qui a été, bon, depuis arasée, mais enfin, on devine encore les fondations de la tour. Voilà. Elle existait en quand les moines ont vendu en 1772, elle existait encore, mais elle s'abîmait. Et donc, ils ne voulaient pas réparer, c'est pour ça qu'ils ont vendu. Et ce bâtiment-là, c'était pour les logements Non, 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 c'est une grange, c'est une ancienne grange, ça s'appelait le Grand Grenier. Sur plusieurs étages. Il y avait 3 étages, maintenant il n'y en a plus, il n'y en a que sur une petite partie. Et je vous dis, c'était pour engranger les dîmes de toute une région. D'accord, et donc ils entreposaient sur les 3 étages les récoltes qui étaient Voilà, et le rez-de-chaussée, il y avait des animaux. Il y a eu des animaux pendant plusieurs siècles, de toute façon. Ça, c'est sûr. C'était la bergerie là et l'étable là. Et nous, quand on est arrivé, il y avait encore des vaches. Voilà. Et on va continuer pour découvrir cette abbaye et puis également vos productions de fromage de chèvre. Alors, on a ici un des joyaux du patrimoine de France. C'est partie des joyaux cachés où vous avez cette magnifique charpente. Nous sommes dans une grange qui servait à stocker la dîme, donc un des impôts qui était pris par l'abbaye de Noirmoutier. Les poutres sont en châtaignier, puisque le châtaignier permet de se protéger notamment contre les nuisibles et donc de résister au temps. Les plus anciennes poutres qui ont été perçues, qui ont été analysées, datent de 1480. Et donc la grange, la charpente a été construite au XVe siècle. Donc on a ici 6 siècles de charpente et vous voyez la manière dont ça a été édifié, c'est absolument superbe et ça montre toute la dextérité, la maîtrise pour bâtir une charpente à cette époque, il y a 600 ans. Nous sommes dans un colombier du XVIe siècle, donc c'est le bâtiment le plus moderne des anciens bâtiments. Alors le colombier avait plusieurs fonctions à l'époque moderne. Évidemment l'élevage de pigeons, notamment la fiente de pigeon qui était utilisée comme engrais, donc c'est un moyen d'engraisser les sols et ainsi de développer la culture. Et puis les pigeons pouvaient servir soit pour l'envoi de messages, soit pour la consommation. On consomme aussi les pigeons et là vous avez donc les différents casiers où ceux-ci se retrouvent, pouvaient
donc être élevé. Et toujours cette magnifique charpente qui vous montre aussi la manière dont le bâtiment est construit. Alors, il n'est plus complet parce qu'il manque l'échelle tournante. Au milieu, là-haut, vous avez un trou dans les poutres et dans ce trou, il y a un pivot central qui arrive jusque dans une pierre du sol avec des axes et il y a donc une échelle à 30 cm de là pour pouvoir accéder à tous les nids. Alors nous sommes là dans un ancien oratoire de l'abbaye, puis nous allons descendre dans les caves pour voir comment elles ont été aménagées et construites. Donc là, ça a été ouvert, début 20e là. Avant, l'escalier, il était là, si vous voulez. Ah oui. Vous voyez, ici c'était l'oratoire et la personne la plus âgée que j'ai vue au début, Madame Pousse, vous avez une petite chapelle, les moines laissaient la porte ouverte pour que les prisonniers, puisque c'était la prison, entendent la messe. Et ça m'a pas... Oui. Donc le cul de basse-fosse, les gens étaient nourris par le haut, et là ça sert de cachot pour les gens qui étaient enfermés. Exactement. Donc ça c'est une construction du 10e, hein, là. Non, 11e, ça y est. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Donc là vous nous avez préparé un échantillon de vos fromages. Tout à fait, du fromage qui est moulé à la louche, au lait cru. Des chèvres de votre production. Tout à fait, tout à fait. Alors ça c'est un fromage pyramidal. Pyramide, ça c'est du tout frais de ce matin. La bûche blanche demi-sèche et la bûche cendrée crémeuse. Et des petits bouchons pour l'apéritif. Et la cendre, on l'obtient comment? C'est de la cendre de charbon végétal qu'on mélange au sel blanc. D'accord. On va commencer la dégustation. On a donc les bières ici, le fromage là. La conclusion de cette journée avec Marie-Thérèse Pousse et Emmanuel Dufay. Donc on va déguster ces bières, le fromage. Je vous laisse ouvrir les bouteilles, donc la Bonne Vallée. Et puis on a avec nous toutes les personnes que nous avons rencontrées aujourd'hui et qui nous ont permis de faire cette étape à Bonneval. Donc ça, c'est l'ambré qui nous a été présenté quand on a pu visiter la microbrasserie. L'ambré a un goût un peu plus fort, donc il vaudra mieux la prendre avec les fromages plutôt cendrés qui sont davantage forts en goût. Et puis la blonde ou la blanche, notamment. Alors la blanche ira très bien avec le fromage frais. D'accord, ouais. Donc qui a été fabriqué aujourd'hui. Le fromage frais est démoulé aujourd'hui. Il a été fabriqué hier. Ça c'est de la blonde. Ça c'est la blonde. Ça c'est la... Tu mets pas de pain? Comment tu veux manger ça? Non. Et ça c'est la... là c'est la blanche. Oui, je veux bien, merci. Alors frais, crémeux, demi-sec et sec. Alors on va commencer par le frais, on va aller du moins fort en goût au plus fort en goût. Donc ça c'est un fromage qui est uniquement pressé, le lait est moulé. Alors le lait est emprésuré, donc je ne mets pas de ferment lactique parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de producteurs qui ne mettent pas de ferment lactique. Je mets que de la présure et du lactosérum de la veille, ce qu'on appelle le petit lait. Alors la présure, pour expliquer en quoi ça consiste? Alors la présure, ça sert à cailler, alors que le lactosérum, ça sert à acidifier. Et un lait de chèvre, on a besoin d'acidifier le lait pour qu'il caille après. Et donc grâce à la présure, il va pouvoir prendre cette forme. Exactement. Et après, donc c'est moulé, on le laisse 24 heures dans une salle de caillage et on le moule à la louche le lendemain. Et le petit lait, vous le récupérez pour autre chose? Ce qui a été pressé? Tout l'excédent de petit lait, il est redistribué aux chèvres. Et ces petits laits là, comment sont-ils fabriqués? Alors ça, il est pré-égoutté, le cahier est pré-égoutté et j'ai des multimoules de 380 petits dés et j'en fais entre 3 et 4 000 à la semaine. Ça pour l'apéritif, c'est extra. Et là, ensuite vous mettez de la cendre ou ça c'est du Alors du ça, safran, au niveau des petits dés, il y a des natures, des cendrés ou des paprikas doux. Paprika doux. Et donc ça fait. Et le paprika doux, c'est autant pour la couleur que le goût. Celui-ci demi-sec. Demi-sec. Donc demi-sec, vous le laissez sécher combien de Donc là, temps? il a entre 2, en ce moment comme il fait sec, entre 2 et 3 semaines d'affinage. Donc là, il a déjà plus de goût. Vous avez combien de chèvres dans votre exploitation? J'en traite 60 en ce moment.
On les traite toute l'année ou est-ce qu'il y a Alors, des périodes non, de traite? on les traite 10 mois sur 12, matin et soir. Et 2 mois avant la mise bas, on arrête de les traire pour que la mère se repose au niveau de la production laitière et que les petits puissent profiter à l'intérieur du ventre de la maman. Et ça correspond à une période de l'année précise ou ça Alors oui, dépend parce que la des période animaux? de reproduction, elle ne se fait qu'en période où les jours diminuent. Là, en ce moment, vous verrez très peu de chèvres en chaleur. La reproduction commence au mois de septembre. Mois de septembre. Ouais. De septembre à novembre, à peu près. Septembre, oui, grosso modo, septembre à novembre. Après, il y a toujours des retardataires comme il y a des chèvres qui prennent le bouc et qui prennent pas, enfin, qui sont pas gestantes à la première saillie. Et vous les nourrissez avec foin? C'est principalement avec des aliments de l'exploitation, du foin de luzerne qui est produit sur l'exploitation. Il y a de l'orge, des févroles, du maïs et je donne acheter à l'extérieur un correcteur azoté pour équilibrer la ration. Alors le principe d'un accord, c'est justement d'accorder les saveurs, donc d'avoir deux produits qui sont différents mais qui se révèlent l'un l'autre. Si on prend une boisson qui est trop forte sur un fromage au goût assez floral, la bière va écraser le goût du fromage, donc là il n'y aura pas d'accord, il y aura une destruction. Donc il faut arriver à trouver un équilibre entre une bière qui soit par exemple acide et puis un fromage crémeux. L'acidité se marie très bien à la crème. A l'inverse, un vin tannique par exemple se marie très bien avec du gras. Donc c'est comme ça qu'on bâtit un accord, c'est arriver à accorder deux contraires mais qui peuvent s'assembler de manière à ce que les goûts de l'un et de l'autre soient relevés. Donc quand on fait un accord fromage, bière ou vin, fromage ou accord pour les repas, on va rechercher cet élément-là, c'est comme dans un opéra, essayer de faire en sorte que les notes s'accordent et qu'on puisse avoir une exaltation des arômes et des saveurs dans ce que l'on boit et dans ce que l'on mange. Ainsi s'achèvent ces chemins de France à Bonneval, dans la Beauce. Vous avez pu découvrir un certain nombre d'artisans et puis ces terroirs, ce patrimoine qui vous a permis, je l'espère, de voyager dans l'histoire de France du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Nous avons une partie des personnes que nous avons rencontrées aujourd'hui, Emmanuel et notamment la bière La Bonneval que nous avons pu déguster, la confrérie des Fêlés de la Terrine, Marie-Thérèse et sa maman pour l'exploitation de fromage de chèvre et qui nous reçoit dans cet habit de Notonville, Marc avec qui nous avons pu effectuer cette balade en bateau sur le Loir, et puis Yves et Laurent avec cette collection de tracteurs qui vous a fait voyager dans l'histoire mécanique de l'agriculture au XXe siècle. Voilà donc pour cette émission et nous nous retrouvons bientôt pour d'autres chemins de France. À la prochaine. C'est le continent de l'espérance et des révolutions. Communisme et écologisme, dictature militaire et populisme. L'Amérique latine est un laboratoire politique pour l'Occident. Mais c'est aussi une terre à la culture riche, littérature variée et foisonnante, mégapole concentrée et étendue, variété des paysages et des occupations agricoles. L'Amérique latine est à la fois le miroir de l'Occident et une terre à part. Le continent propose aujourd'hui un nouveau modèle que nous explorons dans ce numéro en faisant appel aux meilleurs spécialistes. Hervé Théry, Michel Faure, Daniel Dory, Pablo Ortúzar. Ce dossier explore les identités et les constructions sociales du continent hispanique. Vous retrouverez aussi un entretien avec Charles Personnaz sur la géopolitique du patrimoine et une analyse de Bernard Lugan sur la désintégration du Burkina Faso. Nous revenons également sur l'épidémie du coronavirus, Ingrid Riocreux avec une analyse de son traitement médiatique, Pascal Salin sur les conséquences économiques et Laurent Gaillard sur la victoire des GAFAM. Frédéric Ponce nous présente le drôle de match entre Trump et Biden, Iridex Denis nous propose une étude sur le conservatisme en Hongrie et Tigran Negavian sur le rôle clé de la Jordanie au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce numéro de Conflit. Chemin de France, la chronique de Pascal Gauchon, une relecture d'Alain Perfit et un voyage en compagnie d'Élie Denoy de Saint-Marc. Conflit, de l'Amérique latine à l'Amérique du Nord, l'émergence d'un modèle, à retrouver en kiosque et sur notre site internet.